L'assurance contre les cyberattaques, contre les risques cyber. Que faut-il savoir à ce sujet? Quels sont les prix, les primes de ce marché qui est encore très jeune finalement? On en parle avec Olivier Pantaléo, qui est directeur général d'Almonde, acteur majeur français, indépendant de l'audit et du conseil en cybersécurité, en cloud et infrastructure, et également avec nous, Philippe Cotel, risque manager d'Airbus, pas d'Airbus France, d'Airbus Defence and Space, qui est donc la division militaire d'Airbus. Vous êtes également vice-président de la FERMA, la Fédération européenne des associations de risk management, et administrateur de l'AMRAE, l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Alors, bonjour. Bonjour. L'AMRAE a publié Lumière sur la cyberassurance. C'est la première étude, finalement, qui va nous donner des chiffres vus des entreprises françaises sur la souscription d'assurance cyber, sur les garanties et les indemnisations. Donc, on va en apprendre beaucoup avec vous. Mais j'avais déjà une première question. Qu'est-ce qu'on met sous le terme déjà de cyberassurance? Alors, merci de votre invitation. L'assurance cyber, c'est un couple de deux aspects. Un aspect service, c'est-à-dire que l'assuré qui subit une attaque peut bénéficier, grâce à l'assurance cyber, d'une offre de service, un accès à des experts de technique, communication, juridique, qui vont lui permettre de remettre son entreprise sur les rails le plus vite possible. Donc c'est l'équivalent d'un assureur classique, mais qui va prendre en charge les problématiques de cyberattaque et de cybercriminalité. L'accès à ces expertises-là est compliqué. Et pour des entreprises qui n'ont pas ces ressources, évidemment, avoir un service qui va leur permettre d'avoir un accès direct et immédiat à ces ressources-là est absolument essentiel. Et je dirais que, pour une fois, c'est vraiment sur cet aspect, assurés et assureurs ont une vraie communauté d'intérêts. Parce que pour l'assuré, évidemment, il faut réduire son sinistre le plus vite possible, mais pour l'assureur aussi. Mettre en place ces ressources va permettre de réduire aussi le montant du sinistre. Parce que le deuxième aspect, évidemment, les plus classiques, c'est l'indemnisation financière post-crise sur les impacts financiers que l'entreprise a subis. Alors, pourquoi on prend une assurance en général? C'est parce qu'on est conscient d'un besoin. Donc, on serait conscient des risques qu'on encourt. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une maturité des dirigeants sur les questions de cybersécurité? Alors, aujourd'hui, la maturité est de plus en plus importante du fait du contexte de la crise sanitaire. Donc, on voit une recrudescence des cyberattaques. La presse en parle quasiment au quotidien. Donc, les assureurs, les banques, les institutionnels, les entreprises elles-mêmes vis-à-vis de leurs fournisseurs mettent de plus en plus de pression sur les risques cyber. Pourquoi? Parce que avec la crise, les entreprises ont pris, pour celles qui ne l'avaient pas encore fait, le virage du digital. Donc les systèmes d'information sont omniprésents et tout s'appuie sur le système d'information. Et donc de ce fait, les dirigeants n'ont pas d'autre choix que de prendre conscience de ce risque. Donc ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au fait de la situation. Et encore mieux, c'est que dans leur entourage, ils ont forcément des collègues, des entreprises collègues qui ont été victimes d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque et d'une crise. Donc c'est quelque chose qui est omniprésent. Donc on peut plus faire abstraction de ce risque au sein de l'entreprise. On ne peut pas, mais on ne fait plus abstraction de ce risque? Non, on ne fait plus abstraction de ce risque parce que si on prend une direction financière, vis-à-vis de la direction financière, le risque cyber fait partie du top 3 des risques. Sur certaines études, c'est le premier risque. Et donc, ils sont tous conscients, et d'où la pression des banques, des institutionnels, des clients vis-à-vis de leurs fournisseurs. Ils sont tous conscients, dans le contexte, sur des secteurs d'activité qui peuvent être en difficulté, qu'une cyberattaque serait une double peine. Donc, ça peut engendrer l'arrêt. Donc, si on part du principe que ça y est, la prise de conscience est là, on devrait voir exploser ce marché de la cyberassurance. Quels sont les grands enseignements de l'étude de l'AMRAE dont j'ai parlé en introduction? Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi nous avons fait cette étude-là. C'est parce que le retour que nous avons eu de la part de nos membres, c'est que les derniers renouvellements des programmes d'assurance cyber ont été extrêmement difficiles. Et que le dialogue entre assurés et assureurs avait beaucoup de difficultés à se mettre en place de manière rationnelle. Donc ça, c'est plutôt étonnant, a priori. On vient de dire qu'on a une augmentation des cybermenaces, qu'il y a une prise de conscience générale, et pourtant, ça ne se passe pas si bien, c'est pas fluide aujourd'hui sur la question de la cyberassurance. Ce n'est pas fluide parce que le risque cyber a un déficit de données fiables.
Et ce déficit de données fiables entraîne des réactions qui peuvent être irrationnelles, émotionnelles, et cette irrationalité, elle nuit à l'ensemble d'un dialogue constructif entre assurés et assureurs. Sur quoi ça pêche? Alors ça pêche sur effectivement quel est l'impact financier des attaques cyber. Comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer réellement quel est l'état du marché de l'assurance cyber, de façon à ce qu'on puisse constater si les réactions que l'on voit sur le marché sont liées à un phénomène local ou à un véritable problème de fond. C'est vraiment ça qui nous a motivés à créer cette étude, de façon à avoir enfin une référence pour l'ensemble des acteurs, risk managers, courtiers et assureurs, de façon à avoir sur cette base-là un dialogue constructif qui prend en compte les réalités du marché ainsi que les réalités propres de chaque entreprise. Alors moi, ce que j'ai noté, là, 87% des grandes entreprises ont déjà souscrit une assurance cyber. C'est énorme. Alors, vous parliez de prise de conscience. Oui, la prise de conscience, on la mesure sur les grandes entreprises, celles au sens de l'INSEE qui sont avec un chiffre d'affaires plus d'1,5 milliard. Donc 87% d'entre elles souscrivent une assurance cyber. Ça, c'est plutôt bien. Ça montre effectivement cette prise de conscience pour les grandes entreprises qui ont malgré tout le plus de ressources et, je dirais peut-être, l'assemblage de compétences qui leur permet de prendre conscience de ces phénomènes-là. Néanmoins, il y a un vrai bémol, c'est que ces grandes entreprises, je rappelle, plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, Oui. et parfois plus de dizaines de milliards de chiffre d'affaires, souscrivent en moyenne en France une garantie de l'ordre de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est très peu. Si on a en tête les différents sinistres que l'on voit et qui ont fait les journaux. Et ça c'est un motif pour nous, en tant qu'Amarais, de vraiment réaffirmer vis-à-vis de ces entreprises-là le besoin de mieux comprendre leur exposition financière face au risque cyber, qui s'est accru avec le Covid, parce que la digitalisation, elle s'est accrue. Et aujourd'hui, ces entreprises sont de plus en plus dépendantes du digital et de fait ont une exposition financière qui va croître. Ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément convaincues de l'apport que peut avoir une assurance contre le cyber-risque. Comment vous interprétez ça? Alors, aujourd'hui, effectivement, Olivier je pense Pantaleo. que les chiffres le démontrent. Je pense que malgré la prise de conscience, les dirigeants, surtout pour les PME et les ETI, on a vu une couverture importante sur les grands groupes. La couverture est moindre, effectivement, sur les PME et sur les ETI. Les dirigeants ont tendance à mettre le sujet en haut de la pile et faire confiance. Ils ont une confiance aveugle dans leur IT et dans les personnes qui gèrent la sécurité de l'information ou qui gèrent le système d'information. Et donc, quand on échange avec eux, ils nous expliquent qu'ils ont fait tout le nécessaire pour se protéger. Et donc, cette confiance joue contre le dirigeant et est une réelle opportunité pour les attaquants. Donc, il y a cette prise de conscience. Ceci étant, cette confiance aveugle en la technique, ou pour certains d'entre eux, souvent on me dit on n'est pas la NASA, on n'est pas la défense, la nature de la donnée qu'on manipule au sein du système d'information n'est pas très, très confidentielle. Donc pourquoi ils viendraient chez moi plutôt que dans des grands groupes ou à la recherche d'informations sensibles? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, tout a une valeur marchande. Donc, quelle que soit la data, quelle que soit la donnée, si l'attaquant arrive à récupérer de l'information, des données à caractère personnel sur le poste de l'utilisateur, il va être capable de la monétiser. Aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité juridique vis-à-vis de ces données. Et complètement, il y a une responsabilité juridique. En cas de sinistre, en cas de cyberattaque, c'est leur responsabilité qui est engagée. Sans compter le fait que une cyberattaque peut complètement paralyser l'entreprise. Et donc rendre inopérante l'entreprise sur son métier, incapacité de facturer, incapacité de commander, la logistique complètement bloquée. Et donc c'est en ça qu'il est, pour nous, je pense, pour moi, essentiel, pour une entreprise, de s'assurer. Alors, il y a effectivement, c'est peut-être cette question de confiance, mais il y a peut-être aussi une question de défiance vis-à-vis du cyberassureur. Est-ce qu'il pense être suffisamment indemnisé lorsque arrive une cyberattaque, par exemple? Qu'est-ce que vous avez comme chiffre sur l'indemnisation? Alors, effectivement, on a parlé de très grandes entreprises, mais effectivement, il faut aussi parler des entreprises moyennes, des ETI, celles qui sont entre 50 millions et 1,5 milliard. Et là, notre étude montre que seulement 8% d'entre elles souscrivent une assurance cyber. Donc vous parliez de défiance. Là, est-ce que c'est une défiance ou est-ce que c'est une ignorance de la manière d'utiliser cet outil-là?
Aujourd'hui, Ou une débat question de budget, d'où ma question sur l'indemnisation. Et Est-ce que ça effectivement, vaut le coup de prendre une assurance? Alors, l'indemnisation, elle fonctionne. Aujourd'hui, les chiffres que l'on a sur le marché de l'assurance cyber, c'est qu'entre 2019 et 2020, le ratio perte sur un prime a presque doublé. On est passé de 84% d'indemnisation, qui est plutôt un bon chiffre pour les assureurs, à près de 170%. 170%, ça veut dire que les assureurs perdent beaucoup d'argent aujourd'hui sur l'assurance cyber. Les indemnisations, elles ont presque triplé entre 2019 et 2020. On passe de 70 millions d'indemnisations à près de 210 millions. Ça, c'est aussi un signal très fort qui correspond effectivement... Et les primes n'ont pas triplé? Alors, les primes, elles ont probablement plus que triplé, mais on peut mieux le comprendre lorsque le loss ratio est si fort. Oui. Effectivement, on a un déficit d'équilibre de marché. Ce déficit d'équilibre de marché, c'est les données de notre étude, elles expliquent beaucoup mieux aujourd'hui la réaction extrêmement forte de la part des assureurs aujourd'hui sur 3 aspects: la tarification, les franchises et les limites de couverture. Et effectivement, c'est là où on a aussi, en tant qu'Amré, un signal un petit peu d'alerte face à ce phénomène-là. Pourquoi ? Parce que 2020, on a eu un triplement des indemnisations. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, seulement 4 sinistres. 4 sinistres, ça fait 2% de l'ensemble des sinistres subis. C'est-à-dire seulement 4 sinistres? 4 entreprises ont subi un sinistre. Oui. L'ensemble de ces 4 sinistres-là fait 130 millions d'indemnisations. 130 millions d'indemnisations, c'est 2 fois la totalité des indemnisations de 2019. C'est les 2 tiers des indemnisations de 2020. Cela veut dire, et 130 millions d'indemnisations, c'est à peu près le niveau total des primes du marché français. Ça, c'est un vrai signal d'alerte. Ça veut dire que les sinistres sont de plus en plus sévères. Oui. Ce qui correspond bien effectivement au fait que ces entreprises sont plus dépendantes du digital et donc un impact cyber va coûter plus cher. Donc ces sinistres sont plus sévères et cette sévérité-là, elle entraîne une plus grande volatilité, une plus grande instabilité du marché. Et c'est cette volatilité et cette instabilité-là qui est un vrai souci pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, elles sont digitales aujourd'hui. Elles sont digitales demain, elles seront digitales dans 10 ans. On ne va pas revenir au papier-crayon. Donc le risque cyber d'aujourd'hui, ce sera un risque cyber de demain et un risque cyber dans 10 ans. On aura besoin d'une assurance cyber dans 10 ans. Et donc on a besoin d'avoir une visibilité, une prédictibilité, une stabilité sur l'ensemble de cette offre-là pour l'ensemble des entreprises. On n'a pas parlé des collectivités aussi et des administrations. Vous travaillez aussi avec elles ? Tout à fait. En fait, on le voit au quotidien dans la presse, ça touche tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et les collectivités. Parce que moi, quand j'assiste à des conférences sur la cybercriminalité, j'adore ça, ça m'intéresse beaucoup, je suis à chaque fois frappée d'entendre dans la salle des responsables de sécurité des systèmes d'information qui disent « Oui, c'est super tous les conseils que vous nous donnez, mais nous, juste, on n'a pas les moyens ». Alors, pour répondre à la première question, effectivement, les collectivités locales, comme les autres, sont particulièrement touchées. Et après, alors, on a face à nous des attaquants qui sont prédictibles. Donc, ils ont un terrain de jeu qui est juste considérable. Et donc, ils utilisent peu ou prou toujours les mêmes méthodes. Donc, le fait qu'ils soient prédictibles, ça donne aux défenseurs la capacité à mettre les points de contrôle ou à opérer une démarche ou une stratégie de cyberdéfense adaptée. Donc oui, ça peut coûter de l'argent. Ceci étant, rien que le fait de mettre en œuvre une hygiène informatique, une hygiène sécurité sur la façon dont l'entreprise travaille, la façon dont les collaborateurs travaillent au sein de l'entreprise, parce que le premier problème, le maillon faible, il est très souvent entre l'écran et la chaise, donc parce qu'on a des comportements qui sont inadaptés, on va se créer des comptes sur des applications personnelles avec ces informations professionnelles, toutes ces bases, elles fuitent, on vient de le voir avec LinkedIn qui a subi là on va dire une cyberattaque très conséquente, avec une grosse fuite d'informations et de données à caractère personnel. Toutes ces données, elles circulent sur Internet. Et donc les attaquants, pour eux, c'est une aubaine, ils reprennent ce type d'informations et ils s'en servent pour pénétrer les systèmes d'information des entreprises. Donc oui, ça a un coût. Ceci étant, rien que le fait de mettre en œuvre une certaine hygiène, de respecter certaines règles,
permet à l'entreprise d'augmenter son niveau de sécurité, son niveau de maturité, et donc potentiellement de décourager Il y a encore donc, du chemin à faire sur l'acculturation. Il y a beaucoup de chemin à faire sur l'acculturation, et il faut en gros s'adapter. Donc il faut adapter la stratégie de défense aux menaces. En termes pour revenir sur le sujet de l'assurance et du problème du budget, combien ça coûte une assurance? Est-ce qu'il y a des offres spécifiques pour les collectivités ou les administrations? Alors, typiquement, une prime d'assurance cyber, elle se calcule en pourcents. C'est-à-dire qu'on garde un capital que l'on va couvrir. Et ce capital-là va être affecté à une prime qui peut être entre 1, 2 ou 3, 4% par an. C'est ça l'ordre d'idée. Donc, pour être très concret, donc, si on va couvrir 1 million d'euros, eh bien, on va payer 10 000 euros de prime. C'est à peu près ça l'idée. Alors, aujourd'hui, les primes augmentent. Après, il y a une concurrence sur le marché. Il y a une prime augmente, mais effectivement, ce que l'on voit sur notre étude, c'est que les taux moyens de primes appliqués sur les grandes entreprises étaient en 2020 de l'ordre de 1% par an. Pour les ETI et les PME, la prime moyenne, le taux moyen était de l'ordre de la moitié, 0,5-0,6%. Ce qui veut dire que pour les ETI qui ne s'assurent absolument pas, ou très peu, 8%, et pour des couvertures limitées, 8 millions d'euros, elles ont aussi accès à des tarifs qui sont plutôt attractifs, qui étaient plutôt attractifs l'année dernière. Et je vais revenir à ce qu'aujourd'hui on pressent sur 2021. D'accord. Mais c'est donc pas un sujet d'offre d'assurance pour les ETI et PME. Le vrai sujet, c'est une véritable demande et faire en sorte de prendre conscience qu'effectivement, il y a des budgets. Et pour les collectivités ? Et pour les collectivités, le constat est encore pire. C'est-à-dire que les collectivités publiques, qui sont exposées, les hôpitaux, les agglomérations, on le voit bien dans la presse, elles sont attaquées. Bien sûr. Mais elles ne savent pas utiliser cet outil-là, ou elles l'utilisent relativement maladroitement. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet de dire il faut développer une politique de gestion de risque globale. Et il faut avoir dans cette politique de gestion de risque globale l'outil assurance comme étant le dernier maillon de la chaîne après l'identification, la prise de conscience, la prévention, comme le disait Olivier, la mise en place de ces politiques de sécurité et d'hygiène qui nécessitent un investissement, c'est clair. Mais l'investissement dans la digitalisation a été fait face à un certain nombre d'opportunités. Eh bien, ces opportunités-là, elles entraînent également une exposition. Et en fait, c'est cet investissement-là qu'il faut comprendre comme étant non pas juste un coût, mais un véritable investissement dans une relation de confiance qui est indispensable entre les différents partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on souscrit une assurance, de dire finalement, c'est bon, ma cybersécurité est assurée ? Alors c'était un peu, effectivement... Est-ce que vous le constatez, dans les entreprises où vous vous rendez ? Les choses évoluent, ça a été effectivement un constat. L'entreprise avait tendance, pour celles qui souscrivaient à l'assurance cyber, de transférer l'ensemble du risque. Et les contrôles qui étaient opérés par les assureurs ou par les courtiers spécialisés étaient relativement limités. Ça se limitait à un questionnaire. Avec cette recrudescence, donc cette augmentation de cyberattaques auxquelles on fait face et qui est une explosion, c'est de moins en moins le cas. Donc on peut plus, les entreprises peuvent plus dire c'est uniquement la cyberassurance. Et l'assurance, j'imagine, impose aussi quelques règles, non, de protection. De plus en plus, oui, ouais. Exactement. Donc l'assureur va imposer des contrôles, va de plus en plus poser des questions très précises sur la façon dont l'entreprise gère les sauvegardes. Parce que nous, ce qu'on observe, on a un centre de réponse sur incident, sur des crises, quasiment 7 ou 8 fois sur 10, la sauvegarde est compromise. Donc l'entreprise est dans l'incapacité de restaurer la donnée. Donc, du coup, l'assurance va poser des questions sur la sauvegarde, va poser des questions sur la sensibilisation des utilisateurs, va poser des questions sur la manière dont l'Active Directory, l'annuaire de l'entreprise, qui est la clé de voûte du système d'information, est protégée. Parce que la première chose que l'attaquant va essayer de faire en mettant un pied dans l'entreprise, ça va être de compromettre, de corrompre cet annuaire. Dès lors qu'il a corrompu l'annuaire, il a la main sur tout le système d'information. Ouais. Voilà, donc les assureurs deviennent... On arrive pratiquement à la fin là, déjà de notre débat. Je voulais aborder la question des rançongiciels. Que dit un assureur ? Payer ou pas payer la rançon ? L'assureur ne dit rien. Parce que l'assureur, et c'est ça, il faut bien avoir conscience, c'est pas l'assureur qui va prendre une décision à la place de l'assuré sur la manière de gérer le sinistre. Par contre,
l'AMRAE, sur ce sujet-là, a un discours très clair. D'accord. Notre discours, c'est de dire, nous recommandons de ne pas payer les rançons, de manière très très claire. Par contre, le débat qui est, est-ce que les assureurs doivent indemniser ou pas les assurés? Par exemple, si j'ai payé la rançon, est-ce que l'assurance va me la rembourser? Va me la rembourser. Ce débat-là, à mon avis, c'est pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est de faire en sorte de maintenir à 100% les garanties pour les assurés sur les conséquences du ransomware. C'est-à-dire... Mais quand même, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'on rembourse une rançon payée? Aujourd'hui, le marché, et en fait, c'est une pratique qui plutôt vient des assureurs anglo-saxons, rembourse cette garantie, enfin, ces coûts-là. Néanmoins, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui payent ces rançons de manière générale. Et par ailleurs, le vrai sujet, c'est de faire en sorte de maintenir. Il y a certains assureurs qui, dans cette mouvance, sont en train de réduire globalement l'ensemble des garanties suite à un ransomware. Et ça c'est vraiment un sujet d'inquiétude pour nous, parce qu'une entreprise qui n'aura pas de garantie sur la gestion de crise et les conséquences d'un ransomware, et qui en fait ne sera plus assurée, elle sera seule face à cette menace-là et n'aura pas forcément d'autre choix que de payer cette rançon elle-même, parce qu'elle n'a pas d'autre alternative. Et donc, faire en sorte de maintenir, et c'est le message qu'on fait passer aux assureurs, il faut maintenir les garanties ransomware, et pas forcément. Et le sujet, c'est pas l'indemnisation de la rançon. Le vrai sujet, c'est l'indemnisation des conséquences du ransomware, de façon à ce que ces entreprises-là soient plus accompagnées et donc moins enclins à payer les rançons. Et si elles payent moins les rançons, ce phénomène va se tarir de lui-même. C'est un vrai pari moyen terme, mais c'est à notre avis le vrai seul pari qui a du sens. Merci beaucoup. On n'a pas le temps d'aller plus loin. On y reviendra. C'était la première fois qu'on abordait ce sujet dans Smart Tech, donc on en reparlera. Merci à Philippe Cotel, administrateur de l'AMRAE, et Olivier Pantaléo, dirigeant d'Almonde. Juste après la pause, on part dans le monde du libre, à la découverte d'un de ses grands personnages.